Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une vraie révolution dans le monde du travail, l'émergence d'un nouveau capital humain. Dans une économie où tout s'automatise, la valeur, elle ne se trouve plus seulement dans le savoir-faire, mais de plus en plus dans le savoir-être. On va décrypter ensemble pourquoi les compétences qui comptent le plus sont souvent celles qu'on ne voit pas. Imaginez un peu. Et si finalement, nos atouts professionnels les plus importants, c'était justement ceux qu'on ne peut pas encadrer sur un mur, ceux qui ne tiennent pas sur un diplôme? C'est cette question qui est en train de complètement rebattre les cartes. L'analyse ne se fait plus juste sur ce qu'on sait faire, mais bel et bien sur la manière dont on le fait. Alors voilà notre programme. On va d'abord poser une définition claire, puis on verra pourquoi c'est un tel défi aujourd'hui. Ensuite, on explorera comment ces compétences se construisent et on terminera avec les outils qui permettent, de les évaluer. Allez, on commence par les bases, la définition. De quoi parle-t-on exactement quand on utilise ce terme, les soft skills? Mettons-nous d'accord. Alors les soft skills, qu'on appelle aussi compétences comportementales, c'est tout cet ensemble de capacités qui ne sont pas techniques. C'est lié à notre attitude, à notre personnalité, à nos comportements. Bref, ça définit comment on interagit avec les autres au travail. La distinction est vraiment là. On bascule du savoir-faire, très technique, au savoir-être purement humain. Pour que ce soit bien clair, mettons-les face à face. D'un côté, il y a les hard skills, c'est technique, mesurable, souvent prouvé par un diplôme. L'exemple type, c'est la maîtrise d'un langage de programmation. Et de l'autre, on a les soft skills. Là, c'est humain, c'est transversal, ça dépend du contexte. Ça ne se prouve pas sur papier, ça s'observe, ça se vit, comme la capacité à bien communiquer avec son équipe. Bon, maintenant qu'on a défini de quoi on parle, attaquons le sujet de fond, le grand défi du XXIe siècle. Pourquoi est-ce que cette notion de soft skills est passée du statut de petit plus sympa à celui de véritable impératif stratégique? Tenez-vous bien, premier chiffre, et il est parlant. D'après une étude de McKinsey, la demande pour les compétences physiques et manuelles devrait chuter de 16% d'ici 2030 en Europe. C'est énorme. C'est une vraie bascule du marché du travail. Et en face de cette chute, regardez cette montée en puissance. 92% des recruteurs estiment que les soft skills sont aussi, voire plus importantes que les compétences purement techniques. Le message est on ne peut plus clair. La valeur se déplace de la machine vers l'humain. Alors, c'est quoi concrètement ces compétences en or? En tête de liste, on trouve la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la créativité, le leadership, mais aussi la résilience, la flexibilité et bien sûr la communication et la collaboration. En somme, toutes ces qualités que pour l'instant, les machines n'ont pas. Et attention, c'est là que ça devient passionnant. Il ne faut surtout pas opposer les soft skills et la technologie. Au contraire, il faut les voir comme des alliés. Ces compétences humaines, ce sont elles la clé qui va nous permettre de libérer tout le potentiel de l'intelligence artificielle. La vraie valeur, elle est là, dans la collaboration entre l'intelligence humaine et la puissance des algorithmes. Tout ça nous amène au cœur du réacteur, à une expertise de l'ombre, celle de l'architecte du comportement. Ok, ces compétences sont cruciales, mais comment fait-on concrètement pour les développer? Cette citation, elle dit tout. Elle résume parfaitement la transformation du métier de formateur. Ce n'est plus juste quelqu'un qui distribue du savoir. C'est un véritable architecte du changement comportemental. Son job, ce n'est plus d'enseigner, c'est de concevoir des expériences qui transforment les gens. Cette ingénierie du comportement, elle suit une logique très précise, en 4 étapes. Tout commence par l'expérience concrète, des mises en situation, des jeux de rôle. Ensuite, vient l'exploration, où on utilise l'intelligence du groupe. La 3e phase, c'est le questionnement. Le formateur guide, il aide à construire le raisonnement. Et enfin, la réflexion, qui est cruciale. C'est le moment où, grâce au feedback, l'action qu'on vient de vivre devienne une vraie compétence acquise. On comprend donc que le but final, il est bien plus ambitieux qu'un simple transfert d'informations. Ce qu'on cherche à faire, c'est de transformer en profondeur les schémas cognitifs et relationnels des gens. C'est un travail sur les réflexes, sur les habitudes ancrées. On arrive maintenant à la partie la plus pragmatique, la fameuse boîte à outils. Comment est-ce qu'on s'y prend pour mesurer quelque chose qui, par définition, semble invisible, subjectif? Alors, il n'y a pas un seul outil magique, mais plutôt une combinaison d'approches. On a le feedback à 360 degrés, qui permet de croiser les regards sur des comportements concrets. Les simulations et les jeux de rôle, eux, permettent de mesurer les réactions en direct. Il y a aussi des tests psychométriques, pour mieux cerner les préférences de chacun. Et enfin, des indicateurs RH plus indirects, comme le taux de rétention des talents, qui donnent une mesure de l'impact à grande échelle. Mais il faut être honnête, ça reste un défi immense. L'évaluation est très complexe parce que ces compétences, elles sont subjectives et surtout elles dépendent énormément du contexte. Un comportement qui est parfait dans une situation peut être totalement inadapté dans une autre. C'est là toute la subtilité et la difficulté de l'exercice. Alors, si on devait résumer les points clés de cette analyse, ce serait ça. Premièrement, les soft skills, c'est la nouvelle monnaie d'échange dans notre monde automatisé.
Deuxièmement, on ne les apprend pas dans les livres, c'est un processus actif basé sur l'expérience. Troisièmement, pour les mesurer, il faut combiner plusieurs outils. Et enfin, le plus important, les développer, ce n'est plus une option, c'est un impératif stratégique, aussi bien pour la carrière des individus que pour la survie des entreprises. Et on va se quitter sur cette question, une question pour tout le monde. Dans ce monde qui bouge sans arrêt, quelle est la compétence humaine qui demain fera toute la différence? Et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis vraiment ravie d'ouvrir ce dossier aujourd'hui. On ne va pas parler de technologies futuristes ou de brevets incompréhensibles, non. Aujourd'hui, on va parler d'humains. Ouais, et c'est souvent la pièce du puzzle qu'on oublie. Exactement. Si on liste les qualités indispensables pour inventer la prochaine technologie de rupture, la logique voudrait qu'on place le génie mathématique tout en haut du podium. Mais oui, ou la maîtrise absolue du code informatique, quoi. Voilà. Sauf que notre mission d'aujourd'hui, c'est de décoder une étude vraiment fascinante de France Stratégie. Ils ont passé au crible 374 profils de managers, d'intrapreneurs et de fondateurs de start-up. Et les résultats ils renversent complètement notre vision de l'entreprise. Bon, décortiquons tout ça. C'est quoi la première grande révélation de ce document? Je dirais que c'est de réaliser que dans un monde hyper complexe, on cherche toujours des solutions dans les process ou les logiciels. Alors que l'innovation, c'est avant tout une démarche collective. La technologie, en fait, c'est juste un outil. Ouais, le véritable moteur pour transformer une organisation, ce sont ces fameuses compétences réelles, les soft skills, quoi. Absolument. Et pour comprendre ça, faut d'abord casser un mythe. Le mythe de l'inventeur solitaire, le génie isolé dans son garage. Le fameux cliché de la Silicon Valley avec l'illumination à 3 heures du matin. C'est ça. Mais le rapport fait une distinction hyper claire entre création et innovation. Avoir une idée géniale, c'est de la création. Mais pour que ça devienne une innovation, l'idée doit être mise en œuvre, confrontée au réel. Exactement. Ça devient un processus fondamentalement social. D'ailleurs, les innovateurs qu'ils ont interrogés rejettent totalement l'étiquette de génie. Ils se disent plutôt facilitateurs. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, non? Quand on leur demande les 6 qualités pour innover... Ouais, 65% relèvent des soft skills. La curiosité, l'écoute, la flexibilité. C'est énorme. Et seulement 12% des compétences métiers ou purement techniques. Ah ouais, 12%. C'est fou quand on y pense. Il y a cet exemple génial dans l'étude, l'intrapreneuse en informatique qui parle des smart cities. Ah oui, les villes intelligentes. Voilà. Elle explique que pour concevoir une smart city, si tu mets que des ingénieurs réseau autour de la table, le projet va dans le mur. Bah oui, parce que le technologue va optimiser le capteur, mais va rater complètement le comportement de l'habitant. C'est ça. Elle dit qu'il faut des ethnologues, des sociologues, des gens qui connaissent le pourquoi, qui comprennent le terrain. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette logique s'applique à tout. C'est la pluridisciplinarité qui sauve le projet. En fait, c'est un peu comme la création d'un grand film. Comment ça? On retient toujours le nom du réalisateur, on le prend pour le génie absolu, mais sans le chef opérateur, le scénariste, l'ingénieur du son qui bossent ensemble, il n'y a pas de film, quoi. C'est une super analogie. Et tu sais ce qui renforce cette équipe? C'est souvent les contraintes. Les contraintes financières, tu veux dire? Ouais. L'étude montre que le manque de moyens n'est pas vu comme un frein. Au contraire, ça stimule ce qu'ils appellent l'innovation frugale. T'as pas d'argent, donc t'es obligé de communiquer et de collaborer. D'accord. Mais du coup, ça soulève une question. Puisque ces compétences transversales sont si cruciales, d'où elles viennent? Ah, la jeunesse de l'innovateur. Ouais. Comment ça se forge avant même de mettre un pied dans le monde professionnel? Parce que le rapport a regardé leur enfance, non? Tout à fait. Et le profil type est assez amusant. La plupart ont un parcours d'excellence dans le supérieur, mais ils se sont profondément ennuyés à l'école primaire et au collège. Ah oui, l'horreur de la routine scolaire. Exactement. Le système classique les étouffe. Du coup, ils compensent avec des activités secondaires intensives. La musique, le sport de haut niveau, le théâtre. Il y a cette anecdote dans le texte avec un start-upper dans la robotique. Il raconte que c'est la pratique intensive du violon qui l'a forgé. Ouais, j'adore cet exemple. Il disait que la musique lui a appris à se battre, mais pas contre les autres, contre lui-même. C'est l'apprentissage de l'effort et de la maîtrise. Ça lui a donné le goût de la réussite sans chercher à écraser un concurrent. Mais du coup, ils cherchent constamment à fuir la routine, ils ont besoin d'apprendre sans cesse, et surtout de trouver du sens, de contribuer à la société. C'est leur moteur principal. Mais attends, j'ai quand même une question un peu critique là-dessus. Je t'écoute.
Ces parcours d'excellence, genre les grandes écoles, ça offre un filet de sécurité énorme. Est-ce que leur fameux goût du risque, c'est pas juste facilité par le fait qu'ils ont un diplôme prestigieux qui les protège si tout plante? C'est une excellente observation, et l'étude sociologique le valide totalement. Ces diplômes sont des marqueurs sociaux évidents. Ça donne une confiance folle. Bah oui, un parachute doré académique. Ouais, mais là où ça devient intéressant, c'est ce qu'ils font de cette sécurité. Ils détestent l'autorité classique. Ils s'en servent pour imposer ce qu'on appelle le management par l'échec. C'est-à-dire? Ils managent par les compétences, pas par le statut. Ils dédramatisent l'erreur pour la transformer en matériau d'apprentissage. Ils osent défier leur propre hiérarchie. D'accord, je vois. Mais concrètement, comment on mesure ça? Parce que si je suis recruteur, lire curieux ou résilient sur un CV, ça m'avance pas beaucoup. Non, c'est invérifiable. C'est pour ça que l'étude utilise un modèle psychométrique assez poussé, l'innovation profiler. Oui, avec 25 compétences réparties en blocs, c'est ça. C'est ça. Des blocs relationnels pour collaborer, cognitifs pour traiter l'information, émotionnels, environnementaux, et le plus important, le bloc conatif. La conation, c'est un mot qu'on n'entend pas tous les jours. Non, c'est clair. La cognition, c'est comment tu comprends le monde. La conation, c'est comment tu passes à l'action. Ta motivation, ta persévérance et ta fameuse tolérance à l'ambiguïté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Moi, j'aime bien voir ça comme le système d'embrayage d'une voiture, en fait. Ah, comment tu expliques ça, La pensée divergente, le fait de générer plein de solutions nouvelles sans filtre, c'est l'accélérateur. Ça crée l'énergie brute. D'accord, je te suis. La pensée convergente, le fait de synthétiser et de choisir la bonne solution, c'est le volant. Ça donne la direction. Ouais, très juste. Et la tolérance à l'ambiguïté, c'est les suspensions. C'est ce qui te permet de rouler sur un terrain complètement chaotique sans casser le moteur. Ah, j'adore cette métaphore. C'est exactement ça. Gérer les paradoxes sans exploser en vol. Et au milieu de tout ça, t'as les 7 soft skills pivots. Les fameuses compétences qui interagissent le plus. Voilà. La communication, l'ouverture, l'extraversion, et je dirais surtout l'empathie cognitive. Ah oui, l'intelligence émotionnelle. C'est crucial pour comprendre les besoins réels de tes clients ou tes équipes sans forcément t'y attacher émotionnellement. C'est décoder la pensée de l'autre. Bon, alors on a la théorie, on a les profils. Mais que se passe-t-il quand on prend ces profils et qu'on les place dans des environnements très différents? Tu veux dire comparer le public et le privé? Oui, les intrapreneurs de la fonction publique face à ceux des startups ou des grandes entreprises privées. Les résultats sont hyper contre-intuitifs. On pourrait croire que l'agent public est formaté par la lourdeur de l'administration. On a tous ce cliché en tête? En réalité, ils partagent exactement le même socle commun. Une pensée intuitive forte, une tolérance à l'ambiguïté, une grande ouverture d'esprit. Ils sont nettement supérieurs aux managers classiques sur ces points-là. Absolument. Mais la différence majeure, c'est comment ils perçoivent leur environnement. L'intrapreneur public décrit son milieu comme très ingrat ou aride, très peu d'autonomie. C'est un peu comme pousser un rocher en haut d'une montagne. C'est exactement ça. Et le paradoxe fascinant, c'est que pour compenser cette lourdeur, il développe une motivation intrinsèque et extrinsèque bien plus forte que dans le privé. Attends, vraiment? Plus forte? Ouais, plus de capacité à prendre des risques et une empathie très élevée. Parce que leur carburant, c'est l'intérêt général, c'est le service public. C'est génial. Mais j'imagine qu'il y a un revers à la médaille. Malheureusement, oui. Ils ont un score paradoxalement plus faible sur la capacité à collaborer. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'ils ressentent un décalage immense avec le reste de leur organisation. L'administration les voit comme des anomalies, des espèces de globules blancs qui attaquent le système immunitaire. Ils manquent de moyens et finissent par travailler isolés, en silo. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que ça signifie que les structures rigides créent paradoxalement des innovateurs plus résilients, tu vois, un peu comme des plantes qui poussent à travers le béton? C'est une belle image. Mais si l'on relie ça à la vue d'ensemble, il faut faire attention. Oui, ces individus sont héroïques, mais l'organisation publique bride sa propre capacité d'innovation. En ne fournissant pas un environnement, disons, capacitant, c'est ça? Exactement. Un terreau fertile. L'État épuise ses meilleurs éléments, les forçant à contourner les règles en permanence. D'accord. Mais si le succès de toutes ces organisations dépend tellement de ces soft skills, pourquoi c'est si dur de les trouver? Ah, ça c'est la question qui fâche. Le rapport pointe du doigt un problème très systémique, bien en amont. L'éducation? L'éducation nationale. La France accuse un retard très sévère, selon le Conseil d'analyse économique et les enquêtes PISA ou TIMSS.
Un retard sur l'apprentissage des compétences socio-comportementales, on est d'accord? C'est ça. Les élèves français sont parmi les plus anxieux. Ils sont moins persévérants face à un problème complexe et ils ressentent une énorme défiance envers le travail collectif. Oui, il y a une statistique dans l'étude qui m'a vraiment fait bondir. Plus d'un élève sur deux passe la majorité de son temps en classe à juste prendre des notes au tableau. Et le pire, c'est que plus de 2 sur 3 déclarent ne jamais travailler en groupe à l'école. Jamais. C'est hallucinant. On forme des individus à la performance individuelle ou silence, et après on s'étonne qu'adultes y galèrent à tolérer l'ambiguïté en entreprise. C'est le cœur du problème. Le rapport recommande d'urgence une pédagogie plus horizontale. Il faut intégrer les soft skills dès la formation initiale, pas juste à la fin dans les cursus des écoles de commerce pour ceux qui ont les moyens. Ouais, former les profs aux méthodologies de travail de groupe aussi, et arrêter avec l'évaluation purement individuelle par la note classique sur 20. Voilà, évaluer la capacité à agir en commun. Mais attends, comment on peut, concrètement, évaluer une soft skill? Si on donne un 15 sur 20 en empathie ou en collaboration, est-ce qu'on risque pas de créer des élèves qui simulent ces comportements juste pour avoir la moyenne? Cela soulève une question importante. Et le texte y répond très bien. L'évaluation ne doit surtout pas être sommative ou certificative, avec un niveau fixé à l'avance. D'accord, donc pas un examen de fin d'année. Non. Le but, c'est d'enseigner la réflexivité. La réflexivité. C'est apprendre à l'élève à apprendre à apprendre. C'est la capacité à analyser comment on a travaillé en groupe, pourquoi on a échoué et comment s'adapter de manière dynamique la prochaine fois. En gros, on valorise le cheminement et la remise en question plutôt que le résultat final brut. Exactement. Et ça demande une vraie sécurité psychologique en classe, où l'erreur n'est peu punie. Bon, je crois que ça résume parfaitement l'idée centrale de notre exploration. L'innovation, loin d'être l'éclair de génie d'un individu isolé, c'est un vrai muscle collectif. Un muscle qui s'entraîne, oui. Et qui se nourrit de notre flexibilité mentale, de notre capacité à encaisser l'ambiguïté et de notre empathie. Ouais, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion un peu provocatrice pour terminer. Oh, je t'écoute, je suis curieuse. Quand on regarde le contexte actuel, l'intelligence artificielle commence à maîtriser et à automatiser de plus en plus nos compétences techniques, n'est-ce pas? Les fameuses hard skills, oui, le code, l'analyse des données. Voilà. Alors, est-ce que les soft skills, la gestion de l'incertitude, la rébellion constructive, l'empathie dont on parlait, ne sont pas sur le point de devenir les véritables hard skills de l'économie de demain? Ah, c'est super intéressant. Si la machine excelle à donner la réponse convergente parfaite, le travail de l'humain, ça sera d'apporter la belle pensée divergente. Poser les questions qui dérangent. Ouais. C'est l'humain qui donne le cap. Quelle belle façon de conclure. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette analyse en profondeur. On vous laisse méditer sur cette fameuse pensée divergente. Merci à tous, et n'oubliez pas de cultiver vos activités secondaires. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.